C'est un formidable voyage en vocalise que je vous convie avec le Voyage à Reims de Rossini dans notre nouvelle saison de Viva l'Opéra. Cet homme incarne l'opéra en France. Alain Duhaut, journaliste, animateur télé, qui est l'invité d'Alsace 20. Je discutais avec des petits jeunes, voilà, qui sont autour de nous, qui vont pas forcément à l'opéra, et qui me disaient mais je connais Alain Duhaut, je le vois au cinéma. Ah oui, évidemment, grâce à cette opération, mais à laquelle je crois beaucoup. Vous savez, l'opération Viva l'Opéra, donc dans les cinémas UGC. Exactement. C'est une manière, justement, de donner la possibilité aux jeunes d'accéder à l'opéra, parce qu'on a beau faire tous les discours qu'on veut sur la démocratisation de l'opéra, la vraie démocratisation, c'est que ça soit moins cher. Or, quand on a moins de 26 ans, on paye 10 € pour voir des opéras qui sont très bien filmés. Ça vous choque pas qu'on voit l'opéra au cinéma? Ça me choque pas du tout, parce que ce qui me choquerait, c'est que l'opéra soit réservé à simplement un petit groupe, ce qu'il a toujours été, longtemps été. Et je pense que plus on ouvre les portes de ces maisons de plaisir que sont les opéras, plus ça lui fait du bien. Alors justement, à ces petits jeunes encore qui vous regardent en ce moment, Alain Duhaut, vous dites l'opéra est à la fois un mystère et une évidence. Oui, c'est un mystère parce que c'est assez complexe au fond. Il y a à la fois du théâtre, il y a de la musique, il y a des histoires qui sont des histoires à rebondissement, il y a des mises en scène qui parfois sont difficiles à appréhender, et pourtant c'est une évidence. Pourquoi? Parce que ces histoires, ce sont celles qu'on voit précisément au cinéma. C'est des histoires qu'on vit tous les jours. C'est des histoires d'amour, de haine, de passion, de tristesse, de désespoir, et qui sont de surcroît poussées, surdéterminées par cette force étonnante qu'est la musique. Car la musique donne à ces histoires de théâtre quelque chose de plus puissant encore. Au fond, si vous prenez la trame d'un opéra, vous la voyez au théâtre, c'est parfois des histoires qui sont un peu banales, mais tout d'un coup, avec la force de la musique, ça prend une dimension extraordinaire. Vous savez, Proust a écrit d'ailleurs une très jolie phrase à propos de la Traviata. Il a dit, Verdi a donné à la Dame aux Camélias le style qui lui manquait. Et si vous entendez la Dame aux Camélias au théâtre aujourd'hui, vous trouvez que c'était un peu lourdingue. Mais quand vous avez la force de la musique de Verdi, ça devient lumineux, ça devient évident. Voilà, c'est là où on voit que vous voulez évangéliser, convaincre, tout à fait, prendre votre bâton de pèlerin. Dans le livre, voilà, vous allez loin, vous imaginez une interview improbable avec Berlioz. J'ai voulu aller voir Berlioz, c'est-à-dire aller voir dans Berlioz qu'il y avait, et j'ai vu qu'il y avait tout à fait matière à faire une interview. Vous savez, c'est amusant d'ailleurs, parce que dans ce livre, il y a deux interviews, une vraie et une fausse. Parce qu'il y a une vraie interview de Karajan, que j'ai vraiment eu la chance de faire la dernière interview pour la télévision de Karajan. Oui, il vous dit qu'il va mourir. Hein. Voilà. Et une fausse interview de Berlioz, mais avec des vrais mots de Berlioz qu'il avait écrits. La Calas, vous l'avez entendu. Alors oui. Vous êtes... Enfin, hélas, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'a dit, moi, la Calas, je l'ai entendu. Oui. Vous l'avez entendu. Mais hélas, trop tard. Exactement. Hélas, trop tard. Déception. Vous rentrez à la maison et vous pleurez. Oui. Parce que, vous savez, j'ai une passion pour Calas. C'est pas par hasard si c'est sans doute un des plus longs articles de ce livre. Et une passion qui a été nourrie par le disque. Et puis il se trouve que elle donnait cette tournée dont on ne savait pas que ça serait sa tournée d'adieu, mais qui était une tournée de récital. Et j'ai fait des pieds et des mains, j'ai payé très cher, et j'ai réussi à avoir une place pour ce concert. Et j'étais évidemment tremblant de bonheur, de désir, comme quand on va à un premier rendez-vous. Et elle est apparue, elle était sublime. Une grande robe rouge, magnifique, une ovation extraordinaire. Elle a commencé à chanter et la voix n'était plus là. La voix était à la corde, la voix était... enfin, c'était une sorte de désastre. Et tout, au fond, ce désir est tombé parce que j'ai compris qu'au fond, j'aurais pas dû venir. J'aurais dû rester avec les souvenirs des disques. Et je suis rentré chez moi vraiment, oui, très, très attristé, très effondré. Et voilà, il y a des rencontres qu'il faut ne pas faire. Mozart compose à 11 ans, c'est ce que vous dites. Vous dites non, c'est faux, il n'a pas composé à 12, 13, 14 ans, mais à 11 ans, c'est son premier opéra. Ben oui, c'est un opéra en latin, je crois, c'est tout à fait extraordinaire. C'est un opéra qu'il a composé sur un texte de son professeur de latin, et cet opéra a disparu, bien évidemment. Mais quand on entend aujourd'hui, par exemple, le duo final de ce petit opéra qui s'appelle Apollo et Jacinthes, eh bien, on se dit... À 11 ans, enfin je sais pas ce que vous faisiez à 11 ans, mais moi j'imagine que je jouais et que je m'amusais quand on voit la compréhension intérieure de la musique de Mozart à travers ce petit essai. C'est extraordinaire parce que il a un texte donc que lui donne son professeur de latin, mais ce texte c'est toujours la même chose, c'est l'histoire d'amour et de pouvoir. Ça veut dire qu'à 11 ans il les comprenait suffisamment pour les traduire en musique et pour leur donner cette espèce d'élan intérieur qui fait qu'on comprend la situation même si on n'entend pas le latin. Voilà, l'opéra, ça peut se voir dans une salle d'opéra, ça peut se découvrir au cinéma ou se lire avec ce dictionnaire amoureux de l'opéra. Merci Alain Duhaut. Merci à vous. Merci à vous.